Une pauvre jeune fille découvre un milliardaire piégé dans une voiture en flammes. Il hurle « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir ici ». Elle tente de le sauver, mais ce qui se produit alors change sa vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les gens ne baissaient jamais les yeux, ils pressaient le pas, le regard rivé sur leur téléphone ou l'horizon, sans jamais remarquer la petite silhouette qui se mouvait parmi eux. Aux yeux du monde, Josie n'existait pas. Elle n'était qu'une ombre, glissant le long des trottoirs crasseux de la ville. Cela ne dérangeait pas Josie, être invisible avait ses avantages. Le ciel conservait encore les derniers rayons du soleil quand elle arriva dans la ruelle derrière le restaurant italien. C'était son endroit préféré le mardi. Le cuisinier moustachu jetait de la bonne nourriture, parfois même des parts entières de pizza et des morceaux de pain à peine touchés. « Jour de chance », murmura-t-elle en trouvant la moitié d'une lasagne dans un sac. Elle n'était pas encore froide. Josie tenait le trésor à deux mains, sentant la chaleur contre ses doigts fins. L'odeur fit gargouiller son estomac si fort qu'elle en rit, un petit plaisir dans un monde plein de grandes difficultés. Soigneusement, elle glissa la nourriture à l'intérieur de son manteau en lambeaux et continua sa recherche. Elle ne prenait jamais tout d'un coup, mieux valait répartir ses ressources, au cas où elle en perdrait une. Josie avait appris cela par elle-même, comme tant d'autres choses qui la maintenaient en vie dans la rue. Alors qu'elle fouillait dans une poubelle voisine, ses doigts se refermèrent sur quelque chose de rond et lisse, une capsule de soda rouge brillante. Josie sourit, la glissant dans sa poche avec les autres qu'elle avait collectées au cours de la semaine. Pour n'importe qui d'autre, c'était un déchet, pour Josie, c'était un trésor. Le vent souleva ses cheveux sombres, lui faisant lever les yeux vers le ciel. De lourds nuages s'amoncelaient, porteurs d'une promesse de pluie. Josie reconnaissait ces signes, il était temps de trouver un abri. Non que le froid ou la pluie fussent une nouveauté. Elle vivait dans la rue depuis si longtemps que son petit corps s'était adapté aux éléments. Son manteau, 3 tailles trop grand, avait été trouvé dans une boîte de dons laissée à la porte d'une église. Il n'était pas joli, des taches délavées maculaient le tissu bleu terne, mais il la tenait au chaud quand c'était nécessaire. Josie accéléra le pas, traversant la rue en direction de la station de métro abandonnée. Lors de rénovation, des ouvriers avaient laissé plusieurs caisses de matériel dans un coin de l'entrée et elle avait découvert qu'en empilant 2 d'entre elles d'une certaine manière, elles pouvaient former un abri parfait contre la pluie. Dans sa cachette actuelle, Josie gardait son petit monde, un monde fait de capsules de soda soigneusement organisées en cercle parfait. Chaque couleur représentait un royaume sur la carte imaginaire qu'elle avait créée. Les canettes écrasées devenaient des bâtiments et des châteaux, les morceaux de verre colorés se transformaient en lacs et en océans scintillants. C'était un royaume où elle régnait, un endroit d'où personne ne pouvait l'expulser ou prétendre qu'elle n'existait pas. Les premières gouttes commencèrent à tomber alors qu'elle tournait le coin, épaisse et lourde, faisant un bruit sourd contre l'asphalte. Josie courut, sentant son cœur battre la chamade sous l'effet de l'adrénaline. Courir était l'une des rares choses qu'elle appréciait vraiment. Cela la faisait se sentir libre, comme si elle pouvait échapper à tout, même à sa propre réalité. Les lumières de la ville commencèrent à briller, se reflétant dans les flaques qui se formaient. Le monde paraissait différent quand il pleuvait, plus propre, plus lumineux, comme si l'eau lavait toute la saleté et la tristesse. « Ça va être une grosse averse », pensa-t-elle en observant les éclairs qui annonçaient l'orage. Elle atteignit la station juste au moment où la pluie déchaînait toute sa fureur. Ses cheveux sombres étaient plaqués sur son visage et ses baskets trempées faisaient un drôle de bruit à chaque pas. Peu importe, dans quelques minutes, elle serait suffisamment sèche à l'intérieur de son abri. Josie réarrangea les caisses, s'assurant que l'eau ne s'infiltrerait pas facilement. Elle sortit la lasagne de son manteau et commença à manger lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était son dernier repas. La nourriture était l'une des rares choses dont elle pouvait encore pleinement profiter, peut-être parce qu'elle ne savait jamais quand viendrait le prochain repas. En mâchant, elle songeait à ce que ce serait d'avoir un vrai foyer, un toit qui ne fuit pas, un lit qui ne soit pas en carton, de la nourriture qui ne vienne pas des poubelles. Parfois, en passant devant des immeubles aux grandes fenêtres, elle voyait des familles assises autour de tables, riant, parlant, tous ensemble. Josie ne se souvenait pas d'avoir eu un père. Sa mère était une figure floue dans sa mémoire, parfum bon marché, main froide, promesse non tenue. « Je reviens tout de suite, ma chérie, attends ici. » Ce furent les derniers mots qu'elle avait entendus d'elle, il y a si longtemps que cela ressemblait parfois à un rêve. Elle attendit des heures, puis des jours. Quand la faim se fit sentir, elle commença à chercher de la nourriture. Quand la police arriva, elle apprit à se cacher. Et ainsi,
Petit à petit, la rue devint sa maison. L'orage déchira le ciel avec des éclairs suivis de coups de tonnerre qui faisaient vibrer le sol. Josie n'avait pas peur, il y avait des choses bien pires que les orages. Les gens, par exemple. Elle finit la lasagne et s'essuya les mains sur le bord de son manteau. Puis elle sortit les capsules de sa poche et commença à les arranger. Son petit monde imaginaire était le seul endroit où elle existait vraiment, où elle comptait. Là, elle n'était pas seulement une ombre, mais une reine, une bâtisseuse de cité, une personne. La pluie tombait maintenant en rideaux denses, frappant le métal et le béton autour d'elle. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce bruit, comme une couverture sonore qui étouffait le reste du monde. Josie s'allongea sur son matelas de fortune fait de carton et de bouts de tissu, et ferma les yeux. Demain serait un autre jour de recherche de nourriture et de trésors. Elle était presque endormie quand elle entendit le bruit. Le crissement de pneus sur la chaussée mouillée, assez fort pour percer même la tempête. Puis le fracas métallique, quelque chose de gros entrant en collision violemment. Josie se redressa immédiatement. Accident signifiait confusion, question de la police. Cela signifiait devoir se cacher encore plus. Mais cela signifiait aussi que quelqu'un pouvait avoir besoin d'aide. Elle hésita. La pluie était forte et son abri était sec. Ce n'était pas son problème. Le monde extérieur ne se souciait pas d'elle, alors pourquoi devrait-elle s'en soucier? Pourtant, quelque chose la poussa à se lever. Peut-être la curiosité, peut-être cette part têtue d'elle qui croyait encore que les gens pouvaient être bons, malgré toutes les preuves du contraire. Elle quitta prudemment son abri, restant dans l'ombre. La pluie tombait à verse, mais la visibilité s'était un peu améliorée, assez pour voir ce qui s'était passé. Une grosse voiture noire, du genre que seules les personnes très riches conduisaient, s'était encastrée dans un lampadaire. L'avant était complètement détruit et de petites flammes commençaient à apparaître sous le capot, dansant même à travers la pluie battante. Josie regarda autour d'elle. La rue était étrangement vide. Personne ne courait pour aider. C'était comme si ce coin de la ville avait été oublié par la nuit, par l'orage, par le destin lui-même. Elle s'approcha furtivement, toujours cachée par l'obscurité. C'est alors qu'elle vit le conducteur, un homme, piégé sur le siège avant, bougeant faiblement. La portière semblait enfoncée, impossible à ouvrir. Les flammes grandissaient, alimentées par quelque chose qui fuyait du moteur détruit. Josie hésita de nouveau. Aider signifiait être vue. Être vue signifiait des questions, possiblement les autorités. Peut-être l'un de ces endroits destinés aux enfants comme elle, les foyers et les familles d'accueil qu'elle craignait. C'est alors qu'elle entendit le cri. Un cri qui lui serra le cœur, un son de pur désespoir qui déchira la nuit pluvieuse. « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir ici. » La voix de l'homme était remplie de peur, d'une vulnérabilité que Josie ne connaissait que trop bien. Ce n'était pas le cri de quelqu'un d'important ou de puissant, c'était le cri de quelqu'un qui, à cet instant, était tout aussi seul et impuissant qu'elle. Elle fit un pas en arrière, prête à retourner dans sa cachette. Ce n'était pas son problème. Ça ne pouvait pas l'être. Survivre seul était déjà assez difficile. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Sa voix était plus faible maintenant, étouffée par la fumée qui commençait à remplir la voiture. Les flammes s'intensifièrent soudainement, éclairant l'intérieur du véhicule. Josie vit clairement le visage de l'homme, des yeux écarquillés, remplis de terreur, un filet de sang coulant sur son front. Il n'avait pas l'air puissant ou menaçant, juste effrayé. Pas si différent de son propre visage dans ses cauchemars. À cet instant, Josie prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle courut vers la voiture. La pluie lui cinglait le visage. À mesure qu'elle approchait, la chaleur des flammes augmentait de seconde en seconde, rendant l'air autour d'elle étouffant. L'homme vit la petite silhouette s'approcher et parut confus, comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. La portière, coincée, réussit-il à dire en toussant à cause de la fumée. Josie essaya de l'ouvrir, mais elle était trop lourde et aussi cabossée par l'impact. Elle tira de toutes ses forces, ses pieds glissant sur l'asphalte mouillé, mais la portière ne bougea pas. « Ça va exploser », murmura l'homme, la peur évidente dans sa voix. « Cours, gamine, sauve-toi. » Mais Josie ne courut pas. Elle chercha désespérément autour d'elle. Une pierre de taille moyenne gisait dans le bac à fleurs près du lampadaire. Josie la saisit à deux mains. « Détournez le visage », cria-t-elle à l'homme, qui obéit instinctivement. De toutes ses forces, Josie frappa la pierre contre la vitre passager. Une fois, deux fois. À la troisième tentative, la vitre vola en éclats, se désintégrant en milliers de minuscules fragments. La chaleur était maintenant intense, presque insupportable.
Josie se protégea le visage avec son bras en passant la main à travers la vitre brisée pour atteindre la ceinture de sécurité de l'homme. Ses petits doigts travaillèrent rapidement pour défaire le loquet. « Pouvez-vous bouger » demanda-t-elle en toussant dans la fumée. L'homme hocha faiblement la tête, se traînant vers la vitre cassée. Josie l'aida de son mieux, le tirant par les bras. Il était lourd et bien plus grand qu'elle, mais l'adrénaline donnait à la fillette une force qu'elle ne se connaissait pas. « Allez » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Vous pouvez le faire. » Dans un dernier effort, ils y parvinrent. L'homme bascula hors de la voiture, roulant sur le trottoir mouillé. Josie le tira plus loin du véhicule, ses petites mains agrippant le tissu coûteux de sa veste. Plus loin, marmonna-t-elle, entendant le son sinistre du feu dévorant le carburant. Ils rampèrent encore quelques mètres, s'éloignant du lieu de l'accident. L'homme toussait, respirant avec difficulté, mais il était vivant. Vivant grâce à elle. C'était un sentiment étrange pour Josie, qui n'avait jamais été nécessaire à personne auparavant. La voiture explosa derrière eux, pas comme dans les films avec une énorme boule de feu, mais avec une série de détonations et des flammes plus importantes qui engloutirent complètement le véhicule. Même à distance, elle sentit la chaleur dans son dos. L'homme gisait sur le trottoir, haletant. Du sang coulait d'une coupure à sa tête, se mêlant à l'eau de pluie qui ruisselait sur son visage. Ses yeux, cependant, étaient ouverts et fixés sur Josie. « Vous » commença-t-il, la voix faible mais claire. « Vous m'avez sauvé. » Josie ne répondit pas. Elle regrettait déjà d'avoir aidé. Les gens signifiaient des complications, des questions, devoir expliquer des choses qu'elle préférait cacher. « Quel est votre nom » demanda l'homme, luttant pour rester conscient. Elle hésita. Donner son nom était dangereux. Un nom signifiait une identité. L'identité signifiait être retrouvée. Et être retrouvée était la dernière chose qu'elle voulait. Mais quelque chose dans les yeux de l'homme la poussa à répondre. Ce n'était pas le regard apitoyé que certains adultes lui lançaient quand ils la voyaient fouiller dans les poubelles, ni le regard de dégoût ou de peur. C'était de la gratitude. « Josie » répondit-elle finalement, sa voix presque un murmure au milieu de la pluie et des flammes. L'homme esquissa un faible sourire. « Merci, Josie » dit-il avant que ses yeux ne commencent à se fermer, la conscience s'échappant comme du sable entre les doigts. Au loin, les sirènes. Quelqu'un avait finalement remarqué l'accident et appelé les secours. Les sons se rapprochaient, déchirant la nuit comme des couteaux aiguisés. Josie regarda l'homme inconscient, puis les gyrophares rouges et bleus qui commençaient à apparaître au bout de la rue. Elle décida qu'elle en avait assez fait. Dans quelques secondes, elle serait entourée de policiers, de secouristes, de gens posant des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. « Au revoir » murmura-t-elle, bien qu'elle sût qu'il ne pouvait pas l'entendre. Les sirènes étaient plus proches maintenant. Josie jeta un dernier regard à l'homme. Son costume noir était déchiré et sale, mais il criait toujours argent. Il s'en sortirait. Les gens comme lui s'en sortaient toujours. Ils avaient de l'argent, du pouvoir, des gens qui se souciaient d'eux. Au moment où la première ambulance tourna le coin, Josie avait déjà disparu dans l'ombre, invisible à nouveau, comme elle l'avait toujours été. La seule preuve de son existence étaient les petites empreintes de pas mouillés qui seraient bientôt effacées par la pluie. Les secouristes ne trouvèrent qu'un homme inconscient à côté d'une voiture en feu. Tandis qu'ils le transportaient vers l'ambulance, vérifiant ses signes vitaux et lui administrant les premiers soins, personne ne remarqua la petite silhouette qui observait de loin, dissimulée dans l'obscurité d'une ruelle voisine. Josie regarda tandis qu'il chargeait l'homme dans l'ambulance. Un instant, elle imagina ce que ce serait de monter dans cette ambulance avec lui, d'aller dans un hôpital propre et chaud, peut-être de recevoir un remerciement officiel, voire une récompense. Un endroit où rester. Mais elle savait que ce ne serait pas comme ça. Les questions viendraient, puis les services sociaux, puis, eh bien, alors elle ne serait qu'une autre enfant perdue dans le système, une autre statistique. Mieux valait rester invisible. L'ambulance partit, emmenant l'homme vers un monde que Josie n'observait que de loin, un monde de confort, de sécurité et de certitude qu'elle pouvait à peine imaginer. Les sirènes s'estompèrent, ne laissant que le bruit de la pluie et le crépitement lointain de la voiture en feu. Josie retourna à son abri, trempée et épuisée. La montée d'adrénaline s'était dissipée, la laissant tremblante et froide. Elle s'allongea sur son matelas de carton humide, tirant un autre morceau de carton sur elle comme une couverture. Elle ferma les yeux, écoutant l'orage dehors. Personne ne remarquait jamais Josie. C'est ainsi qu'elle survivait. Mais cette fois, quelqu'un l'avait vue. Quelqu'un connaissait son nom. Et cela allait tout changer. Ouah Barrett ouvrit lentement les yeux.
La lumière vive du plafonnier blanc lui fit encore plus mal à la tête. L'odeur de désinfectant et le bip régulier des machines confirmèrent ce qu'il soupçonnait déjà, il était à l'hôpital. Il essaya de bouger, mais la douleur l'arrêta. Son corps semblait brisé à des endroits dont il ignorait l'existence. Son bras droit était bandé et il sentait des compresses enroulées autour de sa poitrine et de sa tête. Il referma les yeux, essayant d'organiser les souvenirs fragmentés qui flottaient dans son esprit. La voiture, la pluie, le lampadaire, le feu, et puis elle. Josie, murmura-t-il, sa première pensée cohérente depuis son réveil. Une infirmière qui vérifiait ses constantes s'arrêta et se pencha vers lui. « Monsieur Barrett, vous êtes réveillé. Je vais appeler le médecin immédiatement. » Wa ne regarda même pas la femme. Son esprit était fixé sur le souvenir de cette petite silhouette sous la pluie, les cheveux sombres et mouillés plaqués sur son visage, de grands yeux sérieux qui semblaient bien plus vieux qu'ils n'auraient dû. De minuscules mains le tirant loin de la voiture en flammes. « Josie, répéta-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Le médecin entra précipitamment dans la chambre, suivi de 2 assistants. Au cours des minutes suivantes, Wa subit des questions sur son état, des tests de réactivité et des explications sur ses blessures. 3 côtes cassées, une légère commotion cérébrale, des brûlures au 2e degré sur le bras droit, des coupures et des contusions sur tout le corps. « Vous avez eu beaucoup de chance, monsieur Barrett, dit finalement le médecin. 1 minute de plus dans cette voiture et nous n'aurions pas cette conversation. » Wa hocha légèrement la tête, le regard lointain. « Qui m'a trouvé ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Il avait besoin de confirmation qu'il n'avait pas imaginé la fillette. Le médecin échangea un regard confus avec l'infirmière. « Eh bien, d'après les secouristes, vous étiez seul quand ils sont arrivés. Quelqu'un a dû appeler le 911, mais il n'est pas resté sur les lieux. » Wa referma les yeux. Alors, elle avait simplement disparu, se fondant à nouveau dans les ombres d'où elle était venue. Une enfant dans la rue, sous l'orage, après lui avoir sauvé la vie. « J'ai besoin de passer un appel, dit-il en essayant de s'asseoir. Monsieur Barrett, vous devez vous reposer. Tout ce qui concerne les affaires peut attendre. La voix de Wa n'était pas forte, mais elle portait le poids de quelqu'un habitué à être obéi. Le médecin hésita, puis acquiesça à contre-cœur. Juste quelques minutes. Une fois seul, Wa prit le téléphone et composa un numéro que très peu de gens connaissaient. « Grant, dit-il lorsque l'appel fut décroché. J'ai besoin de toi. » 3 jours s'écoulèrent avant que Wa n'ait la force de quitter son lit plus de quelques minutes. Les médecins insistaient pour qu'il reste à l'hôpital au moins 1 semaine de plus, mais il connaissait son propre corps. Plus important encore, il connaissait son esprit, et son esprit ne pouvait pas se reposer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage. Josie. La fillette apparut de nulle part et disparut de la même manière, ne laissant que son nom et une dette que Wa ne savait comment rembourser. L'après-midi du 4e jour, Grant Ricker entra dans la chambre d'hôpital. Grand, large d'épaules et les cheveux grisonnants, l'ancien militaire portait un dossier discret sous le bras. Son visage habituellement impassible affichait un léger froncement de sourcils en voyant l'état de son employeur, Wa aimait à le penser, « Ami. Vous avez une sale tête, » dit Grant en s'asseyant sur la chaise à côté du lit. « Toujours honnête, » répondit Wa avec un faible sourire. « Qu'avez-vous découvert ?» Grant posa le dossier sur la table de chevet et l'ouvrit, révélant des photos et des documents. « Rien de bon, » commença-t-il, d'un ton professionnel. « L'accident n'en était pas un. Quelqu'un a saboté les freins de votre voiture. » Wa hocha lentement la tête. D'une certaine manière, il s'y attendait. « Il y a plus, » continua Grant, montrant une photo agrandie du mécanisme de la portière de la voiture. Les serrures ont été modifiées. Au moment de l'impact, elles se sont bloquées automatiquement. Celui qui a fait ça ne voulait pas seulement que vous ayez un accident, il voulait s'assurer que vous seriez piégé à l'intérieur quand le feu commencerait. Wa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sans Josie, il aurait brûlé vif, incapable de s'échapper. Des suspects ? Grant sortit une autre photo du dossier. Un homme d'âge moyen aux cheveux soigneusement coiffés et au costume impeccable. Richard Lindley. Votre ancien associé. Il a de nombreuses raisons. Après que vous l'ayez renvoyé de l'entreprise l'année dernière pour cette affaire de détournement de fonds, il a juré publiquement que vous le regretteriez. Wa prit la photo, étudiant le visage de l'homme qu'il avait considéré comme un ami pendant près d'1 décennie. Même après le vol, même après les menaces, il n'aurait jamais imaginé que Richard irait aussi loin. Avons-nous des preuves solides ? Nous y travaillons.
J'ai découvert qu'il a engagé un mécanicien avec un passé criminel. Nous traçons les paiements. Wa rendit la photo, son regard dérivant vers la fenêtre de l'hôpital, contemplant la ville en contrebas. Continuez d'enquêter, dit-il finalement. Mais gardez tout ça secret pour l'instant. Grant fronça les sourcils, perplexe. Vous ne voulez pas le livrer à la police? Pas encore. J'ai une autre priorité en ce moment. Wa se tourna vers Grant, son regard soudain intense. J'ai besoin que tu trouves quelqu'un. Une fille nommée Josie. Une enfant des rues, probablement âgée de 6 à 8 ans. Cheveux noirs, yeux marrons. Elle m'a sorti de la voiture avant qu'elle n'explose. Grant resta silencieux un moment, absorbant l'information. Une enfant des rues vous a sauvé? Elle a cassé la vitre avec une pierre, m'a traîné dehors. Wa toucha inconsciemment sa poitrine bandée, comme si son nom y était inscrit. Je dois la trouver, Grant. La ville est immense, Wa. Des milliers de sans-abri, dont beaucoup d'enfants. Ce pourrait être comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu as trouvé des choses plus difficiles auparavant. Grant hocha lentement la tête. J'aurais besoin d'une description plus détaillée. Tout ce qui pourrait t'aider. Wa ferma les yeux, essayant de se souvenir de chaque détail de cette nuit pluvieuse. Elle était seule. Portait de vieux vêtements bien trop grands. Semblait adaptée à la vie dans la rue. Elle n'avait pas peur, même avec le feu. Si déterminée, il marqua une pause, se souvenant de sa petite voix. Elle n'a pas dit grand-chose, mais quand elle m'a dit son nom, c'était comme si elle révélait un secret. Grant prit des notes dans un petit carnet. Je commencerai aujourd'hui, dit-il en se levant. Mais Wa, la ville n'est pas tendre avec les enfants des rues. Si nous la trouvons, qu'avez-vous l'intention de faire? Wa regarda ses propres mains, les égratignures et les coupures encore en voie de guérison. Des mains qui seraient froides et sans vie sans une fillette que le monde avait oubliée. L'aider, répondit-il simplement. De toutes les manières dont elle aura besoin. Grant acquiesça et quitta la pièce, laissant Wa seul avec ses pensées. Dehors, la ville continuait son rythme effréné, des milliers de vies suivant leur chemin sans jamais se croiser. Quelque part, parmi les hauts immeubles et les ruelles sombres, une fille nommée Josie restait invisible pour tous. Mais pas pour Wa Barrett. Pour lui, elle était la personne la plus importante au monde. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit d'orage. Josie continuait sa routine dans les rues, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas sauvé la vie d'un homme, comme si le nom de Josie n'avait pas échappé à ses lèvres pour entrer dans le monde du visible. La vie dans l'ombre suivait son cours. Ce matin-là, le ciel était clair, sans aucun signe de la tempête qui avait détrempé la ville quelques jours plus tôt. Josie se réveilla tôt, comme toujours. Dormir trop longtemps signifiait manquer les meilleures occasions de trouver de la nourriture, les moments où les boulangeries jetaient le pain de la veille ou lorsque les épiceries mettaient de côté les fruits légèrement abîmés. Son estomac gargouilla tandis qu'elle marchait le long du trottoir, restant près des murs des immeubles. Des années dans la rue lui avaient appris l'art d'être invisible. Il ne s'agissait pas seulement de se cacher, mais de se déplacer de telle manière que les regards des gens glissaient simplement sur elle, comme si elle n'était qu'un autre élément du paysage urbain. « Bonjour, jeune demoiselle. » Josie se figea au son de la voix. C'était l'homme du kiosque à journaux du coin, un monsieur plus âgé aux cheveux blancs qui la saluait toujours. Il était l'une des rares personnes qui la voyaient réellement. « Voulez-vous une pomme? C'est un reste de mon encas. » Elle hésita, puis s'approcha prudemment. Elle prit le fruit d'un geste rapide, sans parler. « De rien, » dit l'homme avec un doux sourire, déjà habitué au silence de la fillette. Josie croqua dans la pomme en s'éloignant. Elle était sucrée et croquante, un luxe rare. Habituellement, les fruits qu'elle trouvait étaient trop mûrs ou abîmés. En mangeant, ses yeux tombèrent sur les journaux exposés au kiosque. Normalement, elle n'y prêtait aucune attention, les nouvelles appartenaient au monde du visible, pas au sien. Mais aujourd'hui, quelque chose attira son regard. Un titre en gras, un milliardaire échappe à la mort dans un mystérieux accident. En dessous, une photographie de la voiture détruite qu'elle ne connaissait que trop bien. Le même véhicule dont elle avait tiré cet homme cette nuit d'orage. Josie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Milliardaire. L'homme qu'elle avait sauvé était riche, très riche. Elle n'aurait pas dû être surprise, la voiture était chère, les vêtements aussi. Mais d'une manière ou d'une autre, quand elle l'avait vu piégé dans l'épave, hurlant à l'aide, il avait juste semblé humain, effrayé et vulnérable, comme n'importe qui d'autre. Josie continua son chemin, pensive. Que ferait un milliardaire maintenant?
Probablement retourné dans son manoir et oublié complètement l'accident. Oublié la petite silhouette qu'il avait sauvée sous la pluie. Les riches ne se souciaient pas de quelqu'un comme elle. Ça, Josie l'avait appris en observant la ville pendant des années. La journée se passa comme tant d'autres. Elle fouilla les poubelles derrière les restaurants, trouva quelques pièces près d'une banque, joua avec ses capsules colorées quand personne ne regardait. Son petit royaume grandissait chaque fois qu'elle trouvait un nouveau trésor. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, Josie décida de passer par Central Park. Elle évitait normalement les endroits bondés, mais parfois les gens y laissaient des restes de nourriture, des morceaux de sandwich, des frites, des glaces à moitié fondues. Le parc était plus animé que d'habitude. Plusieurs personnes se tenaient immobiles, regardant le grand écran qui diffusait occasionnellement des informations et des publicités. Josie resta à l'écart de la foule, partiellement cachée derrière une poubelle. C'est alors qu'elle le vit. Sur l'immense écran, le visage de l'homme qu'elle avait sauvé remplissait tout l'espace. Il n'était plus couvert de sang et de saleté, il était propre, les cheveux bruns soigneusement coiffés, portant un costume sombre qui semblait plus cher que tout ce que Josie avait jamais vu. Un petit pansement sur son front était le seul signe visible de l'accident. Un nom apparut en lettres blanches en bas de l'écran, Wade Barrett, PDG de Barrett Industries. Josie resta figée. C'était étrange de revoir ce visage, maintenant si calme et maître de lui, si différent de l'homme terrifié qui avait supplié de ne pas mourir. Il commença à parler. Sa voix était calme et posée, rien à voir avec les cris désespérés de la nuit de l'orage. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui se sont inquiétés après mon accident. Les médecins m'assurent que je me rétablirai complètement. Josie regardait, fascinée par la transformation. C'était comme deux personnes différentes. Mais il y a quelque chose de plus important que je dois dire. L'homme, Wade Barrett, marqua une pause. Son regard sembla changer, devenant plus intense, plus personnel, comme s'il ne parlait plus à une salle pleine de journalistes, mais à une seule personne. La nuit de l'accident, alors que j'étais piégé dans la voiture en feu, quelqu'un est apparu de nulle part et m'a sauvé la vie. Un enfant. Une petite fille. Josie sentit son cœur s'emballer. Il parlait d'elle. Je ne sais pas d'où elle venait ni où elle est allée. Tout ce que je sais, c'est son nom. La fillette se tassa davantage derrière la poubelle, comme si les gens dans le parc pouvaient d'une manière ou d'une autre la relier aux mots sur l'écran. Josie, dit Wade Barrett, et quelque chose dans sa voix la fit trembler. Où que tu sois, merci de m'avoir sauvé. Aucun son ne vint de la foule dans le parc. Tout le monde regardait en silence, probablement intrigué par l'histoire d'un puissant homme d'affaires sauvé par un enfant anonyme. Si quelqu'un sait qui est cette petite fille, veuillez contacter mon bureau. Je veux la remercier personnellement. Je veux l'aider de toutes les manières dont elle aura besoin. Josie sentit la chaleur lui monter aux joues. L'aider. C'était ce que les gens disaient toujours avant de disparaître ou, pire, avant de l'envoyer dans un endroit où des gens en blouse blanche posaient des questions sans fin. Promesse en l'air, murmura-t-elle, les yeux toujours fixés sur l'écran. Je ne me reposerai pas tant que je ne l'aurai pas trouvé, continua Barrett. Je lui dois la vie. Josie faillit rire. Un homme comme ça, inquiet pour une enfant des rues? Impossible. Il oublierait bientôt, trop occupé à compter son argent et à conduire des voitures de luxe. Elle commença à s'éloigner, prête à retourner dans les ombres qui l'abritaient, quand quelque chose la fit s'arrêter. Ce n'était pas ses mots, mais quelque chose dans ses yeux. Sur l'écran géant, la caméra avait zoomé sur le visage de Wade Barrett, et il y avait là quelque chose que Josie reconnut, quelque chose qui la surprit. Ce n'était pas de la pitié, ni de la charité superficielle, pas même de la gratitude. C'était la vérité. Ses yeux, bleus et clairs sur l'écran numérique, avaient la même intensité que Josie avait vue cette nuit-là, quand il lui avait demandé son nom avant de s'évanouir. Comme si, même au milieu de la douleur et du danger, il voulait vraiment savoir qui elle était. Josie resta là, partagée entre l'instinct de fuir et une curiosité réticente qui commençait à grandir en elle. Sur l'écran, Barrett continuait de parler, évoquant maintenant des dons à des œuvres de charité qui aidaient les enfants sans abri. Mais Josie n'écoutait plus ces mots, elle étudiait l'homme lui-même. Elle avait vu beaucoup d'adultes dans sa courte vie, cruauté, indifférence, gentillesse occasionnelle et superficielle. Elle reconnaissait les masques et les mensonges comme d'autres reconnaissaient les visages familiers. Mais les yeux de cet homme, Wade Barrett, étaient différents. Comme si, un instant, lui aussi savait ce que c'était que d'être invisible. Mensonge, marmonnait-elle en tournant le dos à l'écran et en s'éloignant du parc. Mais tandis qu'elle se glissait à nouveau dans les ombres de la ville,
Josie ne pouvait oublier ses yeux, ce regard. Peut-être disait-il la vérité. Peut-être pas. Josie avait survécu en apprenant à douter, et elle continuerait à douter. C'était plus sûr ainsi. Mais pour la première fois depuis longtemps, un sentiment petit et dangereux germa en elle, l'espoir. Wa Barrett contemplait la ville qui s'étendait en contrebas depuis la fenêtre de l'hôpital. Il se trouvait dans une chambre privée au 10e étage, avec vue sur les gratte-ciel qu'il connaissait si bien. Quelque part parmi ces immeubles et ces rues se trouvait une fille nommée Josie. La fille qui lui avait sauvé la vie, puis avait disparu comme de la fumée. Alors, où est Grant? Marmonna-t-il, vérifiant sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Comme par enchantement, la porte s'ouvrit et Sophia, son assistante personnelle, entra précipitamment. « Monsieur Barrett, je suis désolé, mais je n'ai pas pu localiser Monsieur Ricker. Il ne répond pas à son portable ni à ses messages. » Wa fronça les sourcils. Ce n'était pas le genre de Grant d'être injoignable. « Continuez d'essayer, » dit-il en se retournant vers la fenêtre. « Et quand les médecins apportent-ils mes papiers de sortie? »« Bientôt, monsieur. Ils pensent toujours que vous devriez rester quelques jours de plus. » Wa secoua la tête. Il n'avait pas le temps pour ça. Pas quand il devait trouver Josie. La porte s'ouvrit de nouveau et cette fois, c'est Grant Ricker lui-même qui entra dans la pièce. Grand, les tempes grisonnantes, son visage marqué par des années d'expérience, l'ancien policier et maintenant chef de la sécurité de Wa arborait une expression sérieuse. « Où étiez-vous » demanda Wa sans détour. « Au travail » répondit simplement Grant. Il jeta un coup d'œil à Sophia. « Pourriez-vous nous laisser un instant » L'assistante sortit, fermant doucement la porte derrière elle. Grant s'approcha du lit d'hôpital. « Comment vous sentez-vous » ? « Fatigué d'être allongé. »« J'ai besoin de sortir d'ici, Grant. J'ai besoin de la trouver. » « La fille » ? Josie, confirma Wa. « Elle m'a sauvé la vie, a risqué la sienne pour un parfait inconnu, et maintenant elle est là, dehors, seule. » Grant étudia attentivement son patron. Il connaissait Wa Barrett depuis 15 ans, depuis qu'il l'avait sauvé d'un enlèvement en Colombie. Pendant ce temps, il avait vu le jeune homme d'affaires devenir l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. Mais il ne l'avait jamais vu aussi affecté par quelque chose ou quelqu'un. « Que voulez-vous exactement que je fasse » demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Wa prit quelque chose sur la table de chevet, une capsule de soda rouge. « Trouve-la. Utilise toutes les ressources nécessaires. Elle est petite, cheveux noirs, probablement autour de 6 ou 7 ans. Elle était seule la nuit de l'accident. Cette capsule est tombée de sa poche quand elle m'a traîné hors de la voiture. » Grant prit la petite pièce de métal, l'examinant attentivement. « Une enfant des rues, dit-il, plus pour lui-même que pour Wa. J'ai besoin de la trouver, Grant. Je lui dois la vie. » L'enquêteur glissa la capsule dans sa poche. « Je commencerai immédiatement. J'aurai besoin de détails, tout ce dont vous vous souvenez d'elle, de l'endroit exact de l'accident. » Wa hocha la tête. Pendant quelques minutes, il décrivit le peu dont il pouvait se souvenir de cette nuit d'orage. La petite silhouette apparaissant dans l'obscurité, la pierre brisant la vitre, les minuscules mains le tirant loin des flammes. « Trouve-la » répéta-t-il alors que Grant se dirigeait vers la porte. « Peu importe le temps que ça prendra. » 3 jours s'étaient écoulés depuis que Grant avait commencé ses recherches. La ville était vaste, avec des milliers de personnes vivant dans la rue, dont beaucoup d'enfants. Trouver une fille spécifique revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais Grant Ricker se nourrissait de défis. Il commença exactement là où Wa le lui avait indiqué, le lieu de l'accident. Les marques étaient encore visibles, des éclats de verre sur le trottoir, des traces de pneus sur l'asphalte, le lampadaire tordu. À proximité, une vieille station de métro, fermée pour rénovation. Grant connaissait bien les rues, plus important encore, connaissait les gens qui voyaient vraiment ce qui s'y passait. Il commença à jeter son filet, une série de conversations apparemment anodines avec ceux que la plupart des gens ignoraient. « Je cherche une petite fille, cheveux noirs, elle vit dans le coin », expliqua-t-il au propriétaire d'un kiosque à journaux voisin. L'homme se gratta la barbe, réfléchissant. « Il y a une fille qui passe parfois. Elle ne parle jamais, mais elle regarde toujours les journaux de loin, comme si elle voulait lire les titres. Est-ce qu'elle collectionne quelque chose ? Des capsules de bouteilles, peut-être ? Demanda discrètement Grant, montrant la capsule rouge. Maintenant que vous le dites, oui. Elle ramasse toutes les capsules que les clients laissent tomber. Toujours très silencieuse, cette gamine. C'était un début. Grant continua d'enquêter, parlant aux commerçants locaux,
aux portiers, aux concierges, des gens invisibles qui voyaient bien plus qu'on ne pourrait le croire. Peu à peu, un schéma se dessina. Plusieurs marchands du quartier mentionnèrent la même enfant, une fille silencieuse qui se montrait régulièrement, toujours seule, ramassant souvent de petits objets que d'autres considéraient comme des déchets. Elle vient ici tous les mardis et jeudis, dit un employé d'un restaurant local. Elle ne demande jamais rien, vous savez, mais parfois je laisse un sandwich accidentellement dehors quand je la vois. Au troisième jour, Grant avait cartographié plusieurs endroits que la fille fréquentait. Tous se trouvaient à distance de marche de la station de métro abandonnée. Son instinct lui disait que c'était probablement le chez elle de Josie, un endroit fermé, relativement sûr, à l'abri de la pluie. Il s'assit sur un banc de l'autre côté de la rue, feignant de lire un journal tout en surveillant l'entrée et de la station. Les barrières en contreplaqué bloquant l'accès public avaient des interstices assez grands pour un enfant, mais pas pour un adulte. À la troisième heure de sa planque, sa patience fut récompensée. Une petite silhouette émergea d'un interstice dans les barrières, jetant des regards prudents dans les deux sens avant de traverser la rue en courant. Ce devait être elle, cheveux noirs en désordre, des vêtements bien trop grands pour sa silhouette maigre, se déplaçant avec des pas rapides et silencieux qui la rendaient presque invisible aux passants. Grant résista à l'envie de l'approcher immédiatement. Au lieu de cela, il décida d'observer sa routine pendant quelques jours de plus. Il découvrit qu'elle partait tous les matins, fouillait des poubelles spécifiques, visitait certains endroits où des commerçants bienveillants semblaient la connaître, et retournait toujours à la station avant la tombée de la nuit. Le plus fascinant était la façon dont elle se déplaçait dans la ville, pas exactement en se cachant, mais en existant dans une strate de réalité que la plupart des gens ne remarquaient tout simplement pas. C'était une compétence développée par nécessité, et Grant ressentit un mélange d'admiration et de tristesse en l'observant. L'après-midi du quatrième jour, il décida qu'il était temps d'agir. Il la regarda entrer dans la station vers 17 h et attendit 30 minutes. Puis il s'approcha de la même entrée. Pour lui, le petit interstice entre les barrières était trop étroit. Il contourna le bâtiment et trouva une entrée arrière utilisée par les ouvriers du bâtiment, sécurisée uniquement par une chaîne et un cadenas. Pour quelqu'un avec sa formation, cela ne posait aucun défi. En moins d'une minute, Grant était à l'intérieur de la station abandonnée. L'endroit était sombre et silencieux, des rayons de lumière filtrant par quelques fenêtres brisées en hauteur. L'air sentait le béton humide et le métal rouillé. Il se déplaça silencieusement, les oreilles aux aguets du moindre son. Puis il l'entendit. Un léger cliquetis, comme quelque chose de léger qu'on pose sur une surface dure. Puis un autre cliquetis, et encore un autre. Il suivit le son jusqu'à l'ancien quai d'embarquement. Il s'arrêta dans l'ombre, observant la scène devant lui. Dans une zone relativement propre, éclairée par un mince faisceau de soleil provenant d'une fenêtre cassée, était assise Josie. Elle était complètement absorbée par quelque chose que Grant ne pouvait pas voir clairement d'où il se tenait. Il se déplaça doucement sur le côté pour avoir une meilleure vue, faisant attention à ne pas la surprendre. C'est alors qu'il vit ce qu'elle faisait, des capsules de bouteilles. Des dizaines d'entre elles, arrangées en motifs complexes sur le sol. Bleues, rouges, jaunes, vertes, formant des cercles, des lignes et des arrangements qui semblaient n'avoir de sens que pour elle. La fillette déplaçait les pièces avec soin, chuchotant parfois des mots pour elle-même, comme si elle narrait une histoire. Grant resta là, transi. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la concentration de cette petite enfant organisant son monde de capsules colorées. C'était comme si, pendant quelques instants, elle n'était pas une fillette sans abri, mais une reine régnant sur son propre domaine. C'est alors que son pied heurta accidentellement un morceau de béton détaché, le faisant rouler bruyamment sur le sol. La réaction de la fillette fut instantanée. En une seconde, elle fut sur ses pieds, les yeux fixés dans la direction du son, le corps tendu comme un animal effarouché, prêt à fuir. « Tout va bien », dit Grant en sortant de l'ombre, les mains visibles. « Je ne vais pas te faire de mal. » À sa surprise, Josie ne s'enfuit pas. Elle resta là, le regardant attentivement, ses grands yeux sombres examinant chaque détail de son apparence. Il n'y avait pas de peur évidente dans son regard, juste une prudence calculée qui semblait bien trop mature pour quelqu'un d'aussi jeune. « Je m'appelle Grant », dit-il en gardant une distance respectueuse. « Je cherche quelqu'un. Une fille nommée Josie. » Elle ne montra aucune réaction à la mention de son nom, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Je viens de la part d'un ami à toi », continua Grant en s'accroupissant légèrement pour être plus proche de sa hauteur. « Un homme que tu as aidé une nuit de pluie, quand il y avait le feu. » Quelque chose vacilla sur le visage de la fillette, une reconnaissance, rapidement réprimée.
Il veut te remercier, dit Grant lentement, sortant la capsule de bouteille rouge de sa poche. Tu as laissé tomber ça, cette nuit-là. Josie regarda la capsule, puis Grant. Son petit visage resta impassible, mais il y avait une bataille derrière ses yeux, faire confiance ou fuir, croire ou douter. Je ne connais aucun homme, dit-elle finalement, sa voix petite et un peu rauque à force de ne pas servir. Grant hocha la tête, respectant sa prudence. Il s'appelle Wabaret. Tu l'as sorti d'une voiture en feu. Tu lui as sauvé la vie. Josie ne répondit pas, son regard tomba sur les capsules au sol. Grant remarqua qu'il y avait un espace vide dans l'arrangement, exactement de la taille de la capsule rouge dans sa main. Tu as un monde intéressant ici, commenta-t-il en regardant le motif complexe à ses pieds. Que représente-t-il? Un instant, il pensa qu'elle ne répondrait pas. Mais ensuite, étonnamment, elle désigna un groupe de capsules bleues. Ça, c'est le royaume du Nord. Ils ont le plus grand lac. Puis quelques capsules vertes. Ça, c'est le royaume de la forêt. Ils fabriquent les meilleures armes. Finalement, elle fit un geste vers l'espace vide où la capsule rouge aurait dû être. Ça, c'est le château central, où tout le monde se réunit pour faire des traités de paix. Grant sentit un serrement dans sa poitrine. Cet enfant, survivant seul dans les rues, avait créé un monde entier où existaient des lacs, des forêts et des traités de paix, des choses que sa vie réelle ne lui offrait probablement pas. C'est un royaume impressionnant, dit-il sincèrement. Puis-je remettre ceci à sa place? Il offrit la capsule rouge. Josie hésita, puis tendit la main. Ses petits doigts se refermèrent rapidement sur la capsule, comme si elle craignait qu'il ne change d'avis. Soigneusement, elle la plaça dans l'espace vide de son royaume imaginaire. « Est-ce que Wabaret va bien ?» demanda-t-elle soudainement, sans regarder Grant. « Oui, répondit-il. Grâce à toi. Il est riche. Je l'ai vu à la télé. Oui, il est riche. Les gens riches ne se soucient pas des gens comme moi. » La simplicité de sa déclaration et la certitude qu'elle contenait serrèrent la poitrine de Grant. Combien de déceptions cet enfant avait-elle dû affronter pour en être si sûr? « Wa est différent, dit-il prudemment. Il m'a demandé de te trouver parce qu'il veut te remercier en personne. Pourquoi? J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait. Mais personne d'autre ne l'a fait. Seulement toi. » Un silence tomba entre eux. Josie semblait peser ses mots contre tout ce qu'elle avait vécu et appris dans la rue. « Tu travailles pour lui ?» demanda-t-elle finalement. « Oui. Et je suis aussi son amie. » Josie regarda de nouveau ses capsules, en poussant doucement une du doigt. « Était-ce toi ?» demanda Grant, ayant besoin d'une confirmation directe. « Était-ce toi qui as sorti Wa de la voiture en feu ?» Pendant un long moment, Josie ne répondit pas. Elle continua d'organiser ses capsules, comme si elle ne l'avait pas entendu. Grant attendit patiemment. Finalement, sans lever les yeux de son petit royaume, elle parla, « Oui. C'était moi. J'ai juste aidé. » La simplicité de sa réponse contenait une humilité que beaucoup d'adultes ne possédaient pas. Pour Josie, sauver une vie, c'était simplement aider, rien d'extraordinaire, rien qui ne mérite une reconnaissance spéciale. Grant sortit lentement son téléphone, s'assurant de ne pas l'effrayer. « Puis-je l'appeler maintenant, pour lui dire que je t'ai trouvé ?» Josie haussa les épaules, un geste étrangement adulte sur son petit corps. « Si tu veux. » Grant s'éloigna de quelques pas et composa. Wa décrocha à la première sonnerie. « Grant. »« Je l'ai trouvé, » dit simplement Grant. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Wa, plus émue que Grant ne l'avait jamais entendue. « Est-ce qu'elle va bien? Où est-elle? » « À la station abandonnée. Elle est en sécurité. » Et Grant jeta un coup d'œil à la petite silhouette au sol, toujours immergée dans son royaume coloré. « Elle est extraordinaire, Wa. »« J'arrive, » dit Wa en mettant fin à l'appel. Wabaret sortit de la voiture à 3 pâtés de maison de la station abandonnée. Il préféra marcher le reste du chemin, utilisant ces minutes pour rassembler ses idées. Le médecin avait protesté contre sa sortie anticipée, insistant sur le fait qu'il avait besoin de plus d'observation, mais Wa ne pouvait pas attendre. Pas maintenant que Grant avait trouvé Josie. Le ciel était clair cet après-midi-là, sans aucun signe de la tempête qui avait amené Josie dans sa vie. En marchant, Wa toucha instinctivement le pansement sur son front et sentit une légère douleur dans ses côtes cassées. De petites douleurs comparées à ce qui aurait pu arriver. Grant attendait au coin près de la station, son visage habituellement impassible montrant une subtile inquiétude. « Comment va-t-elle » demanda Wa dès qu'il fut proche. « Calme.
prudente. Grant marqua une pause. Wa, tu dois comprendre quelque chose. Elle a survécu seule dans les rues. Elle ne fait pas confiance facilement, et pour de bonnes raisons. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. La voix de Grant était ferme. Il ne s'agit pas seulement de lui donner un endroit où rester ou de la nourriture. Elle s'est construit un monde entier là-dedans, un refuge. Nous sommes sur le point de perturber cela. Wa regarda l'entrée de la station, songeur. Que suggères-tu? Vas-y doucement. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Et sois absolument honnête. Elle saura si tu ne le laisses pas. Wa hocha la tête. Il était habitué aux négociations difficiles, aux salles de conseil où des milliards étaient en jeu. Mais soudain, il se sentit complètement dépourvu pour rencontrer une fillette de 6 ans. Grant le conduisit à l'entrée arrière. « Je vais attendre ici, dit-il en déverrouillant la chaîne. Elle te fait plus confiance qu'à moi. Après tout, c'est toi qu'elle a sauvé. » Wa entra seul dans la station. Le contraste entre le soleil éclatant à l'extérieur et la pénombre à l'intérieur le fit cligner des yeux plusieurs fois. L'endroit sentait le béton humide et le métal rouillé. Ses pas résonnèrent doucement tandis qu'il marchait dans le couloir principal. « Josie » appela-t-il, gardant sa voix basse pour ne pas la surprendre. Il suivit les indications de Grant vers l'ancien quai. En approchant, il remarqua un faible faisceau de lumière entrant par une fenêtre brisée en hauteur. C'est alors qu'il la vit. Assise sur le béton froid, entourée de capsules de bouteilles colorées arrangées en motifs complexes, c'était Josie. Elle semblait encore plus petite que Wa ne s'en souvenait de la nuit de l'accident. Ses cheveux sombres étaient en désordre et ses vêtements, un manteau trop grand et un pantalon délavé, engloutissaient sa silhouette mince. Wa s'arrêta à quelques mètres, ne voulant pas envahir son espace. « Bonjour, Josie, dit-il doucement. Elle leva la tête et leurs regards se croisèrent. Même dans la pénombre, Wa reconnut immédiatement ses yeux. Grands, sombres, avec une intensité atypique pour un enfant si jeune. Les mêmes yeux qui avaient croisé les siens cette nuit d'orage, tandis qu'elle le tirait des flammes. « Tu es l'homme de la télé, dit Josie, sa voix petite et légèrement rauque. Oui. Je m'appelle Wa. Il fit un pas prudent en avant. Ton ami Grant a dit que je pouvais entrer. Ce n'est pas mon ami, corrigea-t-elle rapidement. On a juste parlé. Wa hocha la tête, acceptant la distinction. Puis-je m'asseoir? Josie haussa les épaules, un geste qu'il interpréta comme une permission. Il se laissa tomber sur le sol, gardant une distance respectueuse. Ses côtes protestèrent, mais il ignora la douleur. Un instant, ils restèrent silencieux. Wa observa l'arrangement complexe de capsules devant lui, impressionné par sa précision. « Tu as fait tout ça » demanda-t-il. Josie hocha la tête, regardant sa création avec un mélange de fierté et de protection. « Il y a les 5 royaumes » expliqua-t-elle simplement. « C'est incroyable » dit Wa, sincèrement. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont cet enfant avait créé un monde entier à partir de ce que d'autres considéreraient comme des déchets. Un autre silence s'installa entre eux. Wa savait qu'il devait procéder avec prudence. Ce n'était pas une affaire d'entreprise où il pouvait contrôler la situation avec des mots bien choisis ou des offres calculées. « Josie » commença-t-il finalement. « Je veux te remercier. Tu m'as sauvé la vie, cette nuit-là. » La fillette continua de regarder ses capsules. N'importe qui aurait fait la même chose. Mais ils ne l'ont pas fait. Seulement toi. Wa marqua une pause. Puis-je te demander quelque chose? Où sont tes parents? Le visage de Josie se ferma encore plus, une ombre passant dans ses yeux. Je n'ai pas de papa, répondit-elle sèchement. Et ta maman? Josie prit une capsule bleue, la tournant entre ses doigts avant de répondre. Ma maman m'a laissé. Elle a dit qu'elle reviendrait tout de suite. Elle n'est jamais revenue. La crudité de sa déclaration, sans pitié ni drame, frappa Wa comme un coup de poing. Combien de nuits cette enfant avait-elle attendu quelqu'un qui ne revenait jamais? Combien de temps avant qu'elle ne réalise qu'elle était complètement seule? Il y a combien de temps? Demanda-t-il doucement. Josie haussa de nouveau les épaules. Beaucoup de lunes. Wa comprit. Elle ne pouvait probablement pas mesurer le temps avec précision. Cela pouvait être des mois ou des années. Et où habites-tu? À par ici. Différents endroits. Ça dépend de la pluie, du froid. Elle leva les yeux vers lui, une pointe de défi. Je peux prendre soin de moi. J'en suis sûr, répondit Wa sincèrement. Tu es très intelligente et courageuse.
Plus courageuse que beaucoup d'adultes que je connais. Quelque chose dans le compliment sembla prendre Josie au dépourvu. Peut-être n'était-elle pas habituée à être reconnue pour ses capacités, seulement jugée pour sa situation. Wa jeta un coup d'œil autour de l'espace froid et humide qu'elle appelait chez elle. Quelques caisses étaient empilées dans un coin, formant une sorte d'abri. Un morceau de carton recouvert de vieux tissus servait de lit. À proximité, un sac à dos déchiré contenait ce qu'il devinait être toutes ses possessions terrestres. Quelque chose se brisa en lui. Cet enfant avait risqué sa propre sécurité pour le sauver, et la voilà, seule, dormant sur le sol froid d'une station abandonnée. « Josie, dit-il prudemment. Tu m'as sauvé la vie, et tu ne mérites pas de vivre comme ça. » La fillette le regarda avec méfiance. Elle avait probablement déjà entendu des promesses en l'air. Wa prit une profonde inspiration et prit une décision qui allait changer le cours de leurs deux vies. « J'ai une grande maison, avec une chambre vide. Il y a de la nourriture chaude, de l'eau propre et un endroit sûr pour dormir. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Voudrais-tu venir avec moi ?» Josie fronça les sourcils, confuse et méfiante. « Pour toujours ?» La question prit Wa au dépourvu. Il n'avait pas réfléchi aussi loin. Il agissait à l'instinct, ce qui était rare pour un homme qui calculait habituellement chaque mouvement commercial. « Aussi longtemps que tu le voudras, répondit-il honnêtement. Si ça ne te plaît pas, tu pourras partir. Je te le promets. » Josie regarda son petit royaume de capsules, puis le sac à dos déchiré dans le coin. « Je peux apporter mes affaires ? » « Bien sûr. Tout ce que tu veux. » Elle réfléchit encore un moment, son jeune visage sérieux, comme un juge pesant une affaire complexe. « Si ça ne me plaît pas, tu me ramèneras ici. » Parole d'honneur, promit Wa, surpris par l'intensité de son propre engagement. Josie se leva et commença à rassembler ses capsules, les plaçant soigneusement dans une petite boîte en fer blanc qu'elle tira du sac à dos. Puis elle emballa ses quelques affaires. Quand elle eut fini, elle se tint devant Wa, le sac à dos cabossé sur les épaules, paraissant à la fois très jeune et très vieille. Wa se leva lentement, sentant une pointe dans ses côtes blessées, et tendit la main. « Prête ?» Josie étudia sa main tendue pendant un long moment. Puis, avec hésitation, elle plaça sa petite main dans la sienne. Le contact faillit faire vaciller Wa. Sa main était si petite, les doigts si délicats. Pourtant, en même temps, sa prise était ferme et déterminée. Une main qui, malgré son âge, avait appris à prendre soin d'elle-même. Ensemble, ils sortirent de la station abandonnée, laissant derrière eux l'abri de fortune que Josie avait appelé chez elle. Grant attendait dehors, son visage habituellement stoïque s'adoucissant légèrement à la vue de la fillette tenant la main de Wa. « Tout va bien ?» demanda Grant, s'adressant principalement à Josie. Elle hocha la tête, son expression sérieuse. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, une légère pluie commença à tomber. Wa remarqua que Josie regardait le ciel avec inquiétude. « Ne t'inquiète pas, dit-il. Nous serons à la maison avant que la pluie ne s'aggrave. » « À la maison ?» Le mot sonna étrangement, même pour lui. Son Penthouse n'avait jamais vraiment ressemblé à un foyer, plutôt à un endroit où dormir entre les voyages d'affaires et les réunions interminables. Maintenant, soudainement, il y amenait un enfant. Dans la voiture, Josie s'assit tranquillement, les yeux écarquillés en regardant autour d'elle. Ses petites mains serraient son sac à dos sur ses genoux, comme si quelqu'un pouvait essayer de lui prendre ses quelques possessions. Grant conduisait en silence, jetant occasionnellement un coup d'œil dans le rétroviseur aux deux passagers arrière. Wa devinait que son ami était toujours inquiet, se demandant probablement si Wa comprenait vraiment ce qu'il faisait. Honnêtement, il ne le comprenait pas. Mais il savait que c'était la bonne chose à faire. Lorsqu'ils arrivèrent au luxueux immeuble où vivait Wa, Josie leva les yeux, impressionnée par sa hauteur. Le portier ouvrit la portière de la voiture, saluant Wa d'un sourire poli, dissimulant à peine sa surprise à la vue d'une petite fille en haillons à côté de lui. Dans l'ascenseur, Josie resta près de Wa, ses yeux maintenant plus méfiants. La richesse autour d'elle semblait l'intimider plus que la vie dans la rue ne l'avait jamais fait. « C'est ici que tu vis ?» demanda-t-elle lorsque l'ascenseur s'arrêta au Penthouse. « Oui. Et maintenant, toi aussi, si tu veux. » Lorsqu'ils entrèrent dans l'appartement, Sophia, l'assistante personnelle de Wa, attendait. Wa l'avait appelée en chemin, donnant une brève explication de la situation. La femme d'âge moyen, habituellement concentrée sur les tableurs et les réunions, regarda maintenant Josie avec chaleur. « Bienvenue, dit-elle, faisant attention à ne pas trop s'approcher. Vous devez avoir faim tous les deux. »
Josie ne répondit pas, se cachant partiellement derrière Wa. Et si on lui faisait visiter d'abord, suggéra Wa, sentant l'attention de la fillette. Il la conduisit à travers le spacieux appartement, lui montrant le salon avec ses immenses fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville, la cuisine moderne qu'il utilisait à peine et son bureau rempli de livres. Finalement, ils atteignirent la chambre d'amis. « Ceci peut être ta chambre », dit Wa en ouvrant la porte. L'espace était simple mais élégant, décoré dans des tons neutres, avec un grand lit au centre. Pour Wa, ce n'était qu'une chambre d'amis à peine utilisée. Pour Josie, cela ressemblait à un palais. Elle entra timidement, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un lui crie qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle posa son sac à dos en lambeaux sur le sol, près du lit, un contraste frappant avec le décor de la pièce. « Je peux m'asseoir sur le lit ?» demanda-t-elle, sa voix petite. La question serra le cœur de Wa. « Bien sûr. C'est ton lit maintenant. » Josie s'approcha prudemment, touchant la couette douce du bout des doigts, comme pour vérifier si elle était réelle. Puis, lentement, elle s'assit sur le bord. Ses pieds se balançaient, n'atteignant pas le sol. « C'est doux », fit-elle remarquer, presque pour elle-même. Sophia apparut à la porte, portant des vêtements soigneusement pliés et des serviettes moelleuses. « J'ai pensé que tu aimerais un bain chaud », dit-elle en posant les affaires sur une chaise voisine. « Et ces vêtements devraient aller en attendant qu'on puisse en acheter d'autres. » Josie regarda les vêtements propres avec un mélange d'envie et de méfiance. « On va te laisser t'installer, » dit Wa. « La salle de bain est là. » Il désigna une porte à l'intérieur de la chambre. « Il y a de l'eau chaude. Utilisant autant que tu veux. » Lui et Sophia sortirent discrètement, refermant la porte derrière eux. Dans le couloir, Sophia le regarda avec une expression à la fois surprise et approbatrice. « Elle vous a vraiment sauvé la vie ?» « Oui, » répondit simplement Wa. « Et elle n'a personne ?»« Personne. » Sophia hocha la tête, comprenant la situation sans avoir besoin de plus de détails. « Je vais lui préparer quelque chose à manger. » Après son départ, Wa marqua une pause devant la chambre de Josie avant de se rendre dans la sienne. Il écouta le bruit de l'eau qui coulait. Quelque chose en lui, une partie dont il ignorait l'existence, semblait se réchauffer. 20 minutes plus tard, Josie émergea. Elle était méconnaissable. Ses cheveux sombres, maintenant propres, tombaient en vagues humides sur ses épaules. Elle portait un simple t-shirt et un pantalon qui, bien qu'encore un peu grand, était propre et intact. Son visage, débarrassé de la saleté, révélait des joues roses et de légères taches de rousseur sur son nez. Dans la cuisine, Sophia avait préparé un repas simple, soupe chaude, pain frais et quelques fruits. Wa regarda Josie s'asseoir timidement à table, les yeux écarquillés à la vue de la nourriture. « Vas-y, mange, » dit-il doucement. « Il y en a plus si tu en veux. » Josie mangea lentement et avec soin, comme si chaque cuillerée était trop précieuse pour être gaspillée. Wa remarqua qu'elle ne finit que la moitié de la soupe avant de s'arrêter. « Tu n'as plus faim ?» demanda-t-il. Sur la table de chevet, à côté du lit, Wa remarqua qu'elle avait arrangé ses capsules colorées selon un nouveau motif, un cercle parfait, comme un soleil, ou peut-être une famille. Il ferma doucement la porte et se dirigea vers son bureau. Là, il ouvrit le tiroir et sortit l'agenda où il avait rangé le dessin de Josie. Il contempla les deux bonshommes allumettes se tenant la main devant une maison au toit de travers avec une cheminée fumante. Cette serviette contenait plus qu'un simple dessin d'enfant. C'était un souhait, un rêve, un espoir. Et c'était une promesse que Wa avait l'intention de tenir. Sa routine s'établit progressivement dans le penthouse de Wa Barrett. À 7h30, Sophia arrivait et préparait le petit déjeuner. À 8h, Wa sortait de sa chambre, impeccablement habillé, même les jours où il travaillait de la maison. Josie apparaissait généralement quelques minutes plus tard, silencieuse comme toujours, ses pieds nus presque inaudibles sur le parquet. Les matins où Wa devait se rendre au bureau, il expliquait qu'il serait de retour dans l'après-midi. « Sophia restera avec toi », disait-il, et Josie hochait la tête, son visage sérieux dissimulant toute émotion. Très tôt, il remarqua qu'elle vérifiait constamment l'heure pendant son absence, comme si elle chronométrait le temps avant son retour, testant s'il tiendrait vraiment sa parole. Il revenait toujours. Ce matin particulier, Wa avait une réunion importante qu'il ne pouvait pas reporter. Un grand projet d'expansion, du genre qui aurait normalement consumé toute son attention. Mais en conduisant vers le bureau, il se surprit à penser davantage à Josie qu'aux chiffres qu'il devrait présenter. « Êtes-vous sûr que tout va bien ?» demanda Andrea, sa vice-présidente,
lorsqu'il se laissa distraire pour la 3e fois pendant la réunion. Parfaitement, répondit-il, se forçant à se reconcentrer sur la discussion. Quand il retourna aux Pentouses en fin de journée, il trouva Sophia dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Comment s'est passée sa journée » demanda-t-il, comme toujours. « Bien » répondit Sophia en coupant des légumes. « Nous avons regardé un documentaire sur les océans. » Elle a posé quelques questions sur les baleines. Elle marqua une pause. « Et elle a beaucoup dessiné aujourd'hui. » Wa sourit. Depuis qu'il avait découvert le talent de Josie pour le dessin, il l'avait encouragée, lui fournissant du matériel de qualité, même si elle préférait toujours les serviettes et les bouts de papier aux coûteux carnets de croquis qu'il achetait. Où est-elle maintenant? Dans sa chambre, en train d'organiser ses capsules de bouteilles. Wa hocha la tête. Le royaume de capsules de Josie avait été transféré de la station abandonnée à sa nouvelle chambre, où il occupait une place spéciale sur le tapis. Parfois, elle passait des heures à les réarranger selon des motifs que seule elle comprenait. Sur le comptoir de la cuisine, une feuille de papier attira l'œil de Wa. Elle était différente de ses gribouillis habituels, plus élaborée, plus colorée. Il s'approcha pour mieux voir. C'était un dessin de la vue depuis le Pentouze, la ligne d'horizon de la ville, tracée avec des lignes simples mais reconnaissables, avec le soleil se couchant derrière les immeubles. Au centre du dessin, sur le balcon qu'il reconnut comme le leur, se trouvaient 2 silhouettes, une grande et une petite, côte à côte. La qualité était étonnamment bonne pour une enfant de 6 ans. Il y avait une attention aux détails, la couleur exacte du ciel au crépuscule, les différentes tailles des immeubles, même les plantes du balcon étaient représentées. Mais ce qui toucha le plus Wa, c'était la proximité des 2 silhouettes. Elles ne se tenaient pas la main comme sur le dessin de la serviette, elles étaient simplement côte à côte, regardant la ville, partageant un moment, existant confortablement dans le même espace. Elle l'a laissé là avant d'aller dans sa chambre, dit Sophia, remarquant son intérêt. Elle n'a rien dit, l'a juste posé et est partie. Wa toucha doucement le papier. C'est incroyable. Elle a du talent. Sophia approuva. Mais je pense que c'est plus que ça. C'est sa façon de tout assimiler. Wa étudia le dessin un instant de plus. Puis il prit une décision. Je vais lui dire bonne nuit, dit-il en prenant le dessin. Le dîner peut attendre quelques minutes. Il trouva Josie, comme Sophia l'avait dit, assise sur le sol de sa chambre, organisant ses capsules. C'était un rituel qui semblait lui apporter du réconfort et un sentiment de contrôle. Wa l'observa depuis le seuil pendant un moment avant de frapper doucement. Puis-je entrer? Elle leva les yeux et hocha la tête, ses yeux sombres toujours aussi observateurs. Wa entra et s'assit sur le bord du lit, faisant attention à ne pas perturber son royaume au sol. « J'ai vu ton dessin », dit-il en brandissant le papier. « Il est vraiment magnifique. » Josie ne répondit pas, étudiant simplement le dessin dans ses mains avec une expression neutre. « J'aimerais en faire quelque chose de spécial, si ça te va, » continua Wa. « Quoi » demanda-t-elle, la curiosité l'emportant sur sa réserve. « Je veux l'encadrer. L'accrocher dans le salon, pour que tout le monde puisse le voir. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Josie, surprise ou confusion. Pourquoi? C'était une question simple, mais chargée de sens. Pourquoi quelqu'un voudrait-il exposer quelque chose qu'elle avait fait? Pourquoi son dessin mériterait-il une place de choix? Parce que c'est important pour moi, répondit Wa honnêtement. Et parce que tu es talentueuse. Josie regarda ses capsules, puis de nouveau Wa. Tu peux en faire ce que tu veux, dit-elle finalement, d'un ton qui se voulait indifférent. Mais Wa remarqua comment ses petits doigts faisaient nerveusement tourner une capsule rouge, l'un des signes d'émotion qu'il apprenait à lire. Merci, répondit-il simplement. Le dîner sera prêt dans quelques minutes. En quittant la pièce, Wa savait déjà exactement ce qu'il allait faire. Tôt le lendemain matin, alors que Josie dormait encore, Wa passa un coup de fil à Martin Shaw, le propriétaire de la meilleure galerie d'art de la ville, par coïncidence, un grand admirateur de la collection de pièces contemporaines de Wa. « Martin, j'ai besoin d'une faveur, » dit Wa lorsque l'homme répondit. « J'ai une œuvre d'art très spéciale qui a besoin d'être encadrée. Aujourd'hui. Est-ce possible? » Bien sûr, Wa. Apportez-la, et nous nous en occuperons immédiatement. Wa plaça soigneusement le dessin de Josie dans un portfolio et partit avant qu'elle ne se réveille, laissant un mot à Sophia expliquant qu'il serait de retour pour le déjeuner. À la galerie, Martin examina le dessin avec un intérêt professionnel. « Une acquisition récente ?» demanda-t-il, curieux. « On pourrait dire ça ?» répondit Wa avec un petit sourire. «
C'est une artiste émergente avec beaucoup de potentiel. Martin hocha la tête, sentant l'importance de la demande sans poser plus de questions. Quel genre de cadre avez-vous en tête? Simple, élégant. Quelque chose qui n'éclipsera pas le dessin lui-même. Ensemble, ils choisirent un cadre fin en bois sombre avec un passe-partout blanc qui mettait en valeur les couleurs du dessin. Martin promit qu'il serait prêt dans quelques heures. Quand Wa rentra tard dans la matinée, portant le dessin parfaitement encadré, il trouva Sophia et Josie en train de faire des biscuits dans la cuisine. La scène le surprit. Josie avait de la farine sur le nez et semblait presque détendue tandis que Sophia lui montrait comment découper la pâte en cercle. Il cacha le tableau encadré derrière son dos, hors de vue. Ça a l'air amusant, commenta-t-il en entrant dans la cuisine. Josie leva les yeux, essayant instantanément de voir ce que Wa cachait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophia, remarquant sa posture. « Une surprise, répondit-il en souriant. Finissez d'abord les biscuits. Pendant qu'elle retournait à la cuisson, Wa se glissa dans le salon. Il examina les murs, décidant où il aurait le meilleur aspect. Finalement, il opta pour la bibliothèque principale, où il gardait ses livres les plus précieux et quelques photographies encadrées. Il retira une vieille photographie de lui-même acceptant son premier grand prix d'affaires et mit le dessin de Josie à sa place. En plein centre, à hauteur des yeux. Impossible à manquer pour quiconque entrait dans la pièce. Il recula pour admirer l'effet. Le dessin, maintenant encadré professionnellement, ne ressemblait pas à une simple œuvre d'enfant. Il avait une présence, une dignité, appartenant là autant que n'importe quelle œuvre d'art coûteuse qu'il possédait. Le déjeuner se déroula normalement, Josie mangeant dans son silence habituel, ne parlant que lorsqu'on lui posait une question directe. Wa remarqua qu'elle continuait de jeter des regards dans sa direction, toujours intriguée par la surprise. Quand ils eurent fini, Wa s'éclaircit la gorge. « Josie, je veux te montrer quelque chose dans le salon. » Elle le suivit, ses pas légers sur le sol. Sophia vint aussi, souriant légèrement. Elle avait deviné ce que Wa avait fait. Dans le salon, Wa désigna simplement la bibliothèque. « Là-bas. » Josie regarda où il indiquait. Un instant, elle resta parfaitement immobile. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, le seul signe visible de surprise sur son visage habituellement contrôlé. Lentement, elle s'approcha de l'étagère et se tint devant son dessin encadré. Elle ne parla pas. Elle ne sourit pas. Mais elle leva la main et toucha le cadre du bout des doigts, un geste presque respectueux. Wa et Sophia échangèrent des regards, partageant un moment de compréhension mutuelle. Aucun ne parla, craignant de rompre le charme. Josie resta là, contemplant le dessin pendant près d'une minute entière. Son doigt traça le bord du cadre, puis toucha légèrement la vitre au-dessus des deux silhouettes regardant le coucher de soleil. Quand elle se retourna finalement, quelque chose dans ses yeux avait changé. Une certitude qui n'était pas là avant. Une lueur de compréhension. Pour la première fois depuis son arrivée, Josie sembla vraiment croire qu'elle avait sa place. Dans les semaines qui suivirent, ce dessin encadré fut progressivement rejoint par d'autres. Josie commença à dessiner plus souvent, et Wa faisait encadrer chaque pièce avec soin, chaque fois qu'elle le permettait. Petit à petit, tout un mur du salon devint une galerie personnelle, une chronologie visuelle documentant non seulement sa croissance artistique, mais aussi son sentiment croissant de sécurité. Les images devinrent plus lumineuses et plus détaillées. Les silhouettes, que Wa et Sophia reconnaissaient discrètement comme étant eux trois, apparaissaient dans diverses scènes, nourrissant des canards dans le parc, faisant des biscuits dans la cuisine, parcourant des livres dans un magasin. Pendant ce temps, Wa prit une décision importante. Son expérience avec Josie lui avait ouvert les yeux sur une réalité qu'il n'avait jamais vraiment saisie auparavant, le sort tragique des enfants sans abri. Lors d'une réunion avec ses départements juridiques et financiers, il annonça la création de la Fondation Barrett pour les enfants à risque. L'équipe du projet, expliqua-t-il, commencerait par rénover complètement 3 foyers pour enfants locaux et mettre en œuvre des programmes éducatifs et de santé mentale. « Je veux des installations de premier ordre », instruisit-il son personnel surpris. Des lits confortables, des repas nutritifs, des espaces d'art et de lecture, et surtout, un personnel qui se soucie réellement. Les cadres échangèrent des regards perplexes. Ce n'était pas le Wa Barrett qu'ils connaissaient, l'homme concentré uniquement sur les profits et l'expansion. Mais personne ne le questionna. Le ton de sa voix ne souffrait aucune contestation. 6 semaines plus tard, le premier refuge rénové était prêt pour inspection. Wa décida d'emmener Josie avec lui. « Je veux que tu vois quelque chose d'important aujourd'hui », dit-il au petit déjeuner.
Josie le regarda avec curiosité, mais ne posa aucune question. C'était encore sa façon de faire, regarder, absorber, peser. Dans la voiture, en route vers le refuge, Wa expliqua en termes simples ce qu'il faisait. « Tu te souviens de la vieille station de métro où tu vivais » demanda-t-il doucement. Josie hocha la tête, son expression illisible. « Il y a beaucoup d'enfants comme toi qui n'ont pas d'endroit à appeler chez eux. Alors j'essaie de les aider. » Comment ? En créant des endroits où ils peuvent rester en sécurité. Des endroits avec de la nourriture et des lits. Josie absorba l'information en silence, regardant par la fenêtre de la voiture tandis que la ville défilait. Wa n'était pas sûr qu'elle comprenne pleinement, mais il sentait qu'il était important pour elle d'être incluse. Le refuge rénové était méconnaissable par rapport au bâtiment délabré qu'il était auparavant. La façade était peinte de couleurs vives, avec un petit jardin à l'entrée. À l'intérieur, tout était neuf, meubles, appareils électroménagers, jouets, livres. La directrice, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, les accueillit chaleureusement. « Monsieur Barrett, c'est un honneur. Et qui est cette jeune demoiselle ?»« Voici Josie », répondit simplement Wa, sans développer leur relation. Le processus d'adoption formelle suivait encore son cours à travers le système juridique compliqué. « Bienvenue, Josie », dit la directrice en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux. « Voudrais-tu voir notre nouvelle salle d'art ? Nous avons beaucoup de matériel de dessin. » Josie jeta un coup d'œil à Wa, qui hocha la tête en signe d'encouragement. Elle suivit la directrice, gardant une distance prudente. Pendant l'heure suivante, ils visitèrent le refuge entièrement rénové. Wa discuta avec le personnel, prit des notes sur des ajustements mineurs et s'assura que tout répondait à ses spécifications. Josie suivait tranquillement derrière, ses yeux observateurs absorbant chaque détail. Dans le dortoir, Wa remarqua comment elle fixait les rangées de lits, chacun avec de nouveaux matelas, des draps colorés et un petit coffre pour les effets personnels à côté. Si différent du carton sur lequel elle avait dormi autrefois. Quand ils retournèrent à la voiture, Josie semblait pensive. Wa respecta son silence, comme toujours. Ils étaient presque à la maison quand elle parla enfin. « Est-ce que les autres enfants auront aussi des lits ?» La question surprit Wa, non par son contenu, mais par l'inquiétude implicite pour les autres. « Oui », répondit-il, sentant une vague d'émotion. « Ils en auront. » Josie se tourna de nouveau vers la fenêtre, mais pas avant que Wa n'attrape quelque chose de rare et de précieux, un léger sourire au coin de ses lèvres. C'était une sorte de victoire. Elle comprenait. Pas l'argent, le pouvoir ou le prestige, qui était abstrait pour un enfant qui avait lutté juste pour survivre. C'était à propos de choses concrètes, tangibles, un endroit sûr pour dormir, un repas sur la table, quelqu'un qui se souciait. Quand ils arrivèrent à la maison, Josie alla directement dans sa chambre. Une demi-heure plus tard, elle en sortit avec un nouveau dessin à la main. Sans un mot, elle le tendit à Wa. C'était le refuge, avec plusieurs petits bonshommes allumettes devant, des enfants se tenant la main avec des adultes. Un soleil jaune vif brillait au-dessus, et dans le ciel bleu, un seul mot était écrit en lettres enfantines, « Merci ». Wa sentit une boule se former dans sa gorge. « Puis-je encadrer celui-ci aussi ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Josie hocha la tête, et pour la deuxième fois ce jour-là, elle sourit. Un petit sourire timide, mais réel. Cette nuit-là, après que Josie fut allée au lit, Wa se tenait dans le salon, regardant le mur maintenant tapissé de ses œuvres d'art. Du simple croquis de deux silhouettes regardant le coucher de soleil à la représentation vibrante d'enfants trouvant la sécurité, la progression était claire. Ce n'était pas seulement l'art qui grandissait. Josie grandissait aussi. Et Wa reconnut, avec une certaine surprise, que lui aussi. La lumière du matin brillait dans un ciel bleu clair, contrastant avec l'ambiance tendue à l'intérieur du penthouse de Wa Barrett. Dans 3 heures, il donnerait sa première conférence de presse officielle depuis l'accident. Les journalistes voulaient des détails sur la tentative d'assassinat, sa convalescence et les rumeurs concernant la petite fille qui vivait maintenant avec lui. Wa ajusta sa cravate pour la 3e fois, fixant son reflet dans le miroir. Les cicatrices visibles de l'accident s'étaient pratiquement estompées, mais il sentait encore une douleur occasionnelle dans ses côtes lorsqu'il bougeait trop vite, des rappels physiques de la nuit qui avaient tout changé. L'interphone sonna. Sophia répondit et l'informa que Grant était arrivé. « Faites-le monter », ordonna Wa, se jetant un dernier regard dans le miroir. Josie était dans le salon, dessinant dans son nouveau carnet. Au cours des dernières semaines, elle avait développé une routine matinale. Petit déjeuner avec Wa,
puis dessin ou lecture pendant qu'il travaillait sur ses emails. C'était une normalité qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginée il y a quelques mois. « Bonjour, rayon de soleil », dit Grant en entrant, utilisant le surnom que Sophia avait inventé et que tout le monde avait adopté. Josie ne répondit pas verbalement, mais leva les yeux un instant, un accusé de réception silencieux qui, pour elle, était presque un salut chaleureux. « Nous devons parler », dit Grant, son ton indiquant que ce n'était pas pour les oreilles de Josie. Wa hocha la tête. « Sophia, pourriez-vous rester avec Josie un moment ? Nous serons au bureau. » Sophia, qui arrangeait des fleurs sur la table de la salle à manger, sourit. « Bien sûr. Et, rayon de soleil, veux-tu m'aider à faire ces biscuits au chocolat que tu aimes ?» Au bureau, la porte fermée, Grant posa un dossier sur le bureau. « Le rapport final », dit-il simplement. Wa s'assit, ouvrant le dossier avec un calme qui ne reflétait pas sa tension intérieure. Au cours des dernières semaines, Grant avait mené une enquête détaillée sur le sabotage, parallèlement à l'enquête officielle de la police. La tentative a été orchestrée par Richard Lindley, votre ex-partenaire, dit Grant alors que Wa commençait à lire. Il est déjà en garde à vue. La police l'a attrapé la nuit dernière alors qu'il tentait de monter à bord d'un vol pour les îles Caïmans. Wa encaissa l'information sans surprise. D'une certaine manière, il s'y attendait. Richard Lindley avait été son partenaire commercial pendant près d'une décennie, jusqu'à ce que Wa découvre qu'il détournait des fonds de l'entreprise. Son licenciement et le scandale qui s'ensuivit avaient détruit la réputation de Lindley. Il a engagé un mécanicien au casier judiciaire chargé pour trafiquer les freins, continua Grant, et à modifier les serrures des portières pour qu'elles se bloquent à l'impact. Il voulait s'assurer que vous seriez piégé lorsque l'incendie commencerait. Wa prit une profonde inspiration, parcourant le rapport détaillé, photos, déclarations, relevés bancaires. Les preuves étaient accablantes. Sans Josie, dit-il, laissant la phrase en suspens. Exactement, acquiesça Grant. Lindley n'avait jamais compté sur une enfant des rues apparaissant de nulle part pour vous sauver. Wa ferma le dossier et se leva, marchant vers la fenêtre. En contrebas, la ville continuait sa vie, inconsciente du drame qui se jouait dans ce Penthouse. « Que vas-tu dire à la conférence de presse ?» demanda Grant. « La vérité, dit simplement Wa. Mais je ne suis pas vraiment là pour parler de Lindley aujourd'hui. » Un léger coup à la porte les interrompit. Sophia entra, l'air un peu inquiet. « Désolé de vous interrompre, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Josie est nerveuse à propos de la conférence de presse. Elle ne l'a pas dit directement, bien sûr, mais elle a demandé 3 fois si elle devait vous accompagner. » Wa échangea un regard avec Grant. « Merci, Sophia. Je vais lui parler. » Il trouva Josie dans la cuisine, assise à table avec un verre de lait intact devant elle. Ses grands yeux sérieux se fixèrent sur lui dès qu'il entra. « Et » dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle. « Sophia m'a dit que tu t'inquiétais pour la conférence de presse. » Josie haussa les épaules, ce geste que Wa connaissait si bien, sa tentative de paraître indifférente quand quelque chose la tracassait vraiment. « Tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas, » la rassura-t-il. « En fait, je préférerais que tu restes ici avec Sophia. Il y aura beaucoup de caméras et de gens qui poseront des questions. Ce n'est pas un endroit agréable. »« Mais tu vas parler de moi, » dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Wa hocha la tête. « Oui. Les gens sont curieux. Ils veulent savoir qui m'a sauvé cette nuit-là. Et aussi, je veux leur parler de ce que nous avons décidé. Que tu es ma fille maintenant. Si ça te va. » Josie encaissa cela en silence, ses petits doigts traçant des motifs invisibles sur la table. « Ils voudront me voir après. » La perspicacité de sa question ne surprit pas Wa. Josie avait toujours eu une compréhension au-delà de son âge. Probablement. Certains journalistes demanderont des interviews, des photos. Mais nous ne ferons rien que tu ne veuilles pas. Je te le promets. Josie hocha lentement la tête. D'accord. Tu peux leur dire. Wa sourit, reconnaissant la confiance implicite dans ces simples mots. Une confiance gagnée jour après jour. 2 heures plus tard, Wa faisait face à une mer de caméras et de microphones dans l'auditorium de Barrett Industries. Les flashs crépitaient sans cesse alors qu'il montait sur le podium, accompagné de son avocat et de Grant, qui se tenait discrètement à sa droite. « Bonjour », commença Wa, sa voix stable à travers les haut-parleurs. « Merci d'être venu. Comme vous le savez, je suis ici pour discuter de l'incident qui a failli me coûter la vie il y a 2 mois. » Les caméras continuèrent de flasher tandis qu'il donnait un bref compte rendu de l'accident. Puis,
Avec un calme olympien, il annonça « L'enquête est terminée ». La tentative a été planifiée et exécutée par mon ancien associé, Richard Lindley, qui est maintenant en garde à vue. Je n'entrerai pas dans les motifs ni les détails juridiques, car cela relève des tribunaux. Un murmure se répandit dans la foule. Les journalistes levèrent la main, avides de questions, mais Wa leva la sienne pour demander le silence. L'auteur a été identifié et sera traité par la loi. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur ce qui m'a donné la force de continuer. La salle devint silencieuse, tout le monde concentré sur ces mots. La nuit de l'accident, alors que j'étais piégé dans une voiture en feu, sans espoir de survie, quelque chose d'improbable s'est produit. Un enfant, une fillette de 6 ans vivant dans la rue, a risqué sa propre vie pour sauver la mienne. Wa marqua une pause, l'émotion lui serrant la gorge. Ce n'était pas dans le communiqué de presse soigneusement préparé, c'était authentique. Elle s'appelle Josie. Et dans les semaines qui ont suivi mon accident, pendant que je me rétablissais, quelque chose d'extraordinaire s'est produit entre nous. Quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Un autre silence, plus profond cette fois. Même les photographes semblaient prendre moins de photos, comme captivés par l'histoire. Josie, la fille qui m'a sauvé, est maintenant ma fille. L'adoption a été finalisée la semaine dernière. Wa sourit, un sourire sincère qui illumina son visage habituellement sérieux. Et c'est ce dont je suis le plus fier. Les journalistes éclatèrent en questions, mais Wa ne répondit qu'aux plus pertinentes. Non, Josie n'était pas présente. Oui, elle s'adaptait bien. Non, il n'autoriserait pas d'interview avec elle pour le moment. Ma priorité est son bien-être et sa vie privée, déclara-t-il fermement. J'espère que tout le monde respectera cela. Lorsque la conférence de presse se termina enfin, Wa était épuisé mais satisfait. Il avait dit ce qui devait être dit, indiquant clairement que Josie faisait maintenant partie de sa vie, non pas comme un cas de charité ou un projet de relations publiques, mais comme sa fille. « Vous avez très bien géré ça », commenta Grant dans la voiture sur le chemin du retour. « C'était plus facile que je ne le pensais », admit Wa. Une fois que j'ai commencé à parler de Josie, le reste est venu naturellement. À la maison, Sophia les accueillit en leur annonçant que tout s'était bien passé. Josie avait passé l'après-midi à dessiner et à aider à faire des biscuits, apparemment sans anxiété. Elle a regardé un peu la conférence de presse à la télé, dit Sophia à voix basse. Elle est devenue très silencieuse quand vous avez mentionné l'adoption. Wa trouva Josie dans le salon, assise sur le canapé avec son carnet de croquis. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, ses yeux l'étudiant comme toujours, cherchant tout signe de changement ou de danger potentiel, une habitude qui pourrait ne jamais disparaître complètement. Et, dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Comment s'est passée ta journée ? Normal, répondit-elle en fermant le carnet de croquis. Je t'ai vu à la télé. Vraiment ? Que tu pensais ? Josie haussa les épaules, mais il y avait une pointe de sourire sur ses lèvres. Tu avais l'air important. Wa rit. Eh bien, la seule chose importante que j'ai dite, c'était à propos de toi. Il se leva et se rendit à son bureau, revenant quelques instants plus tard avec quelque chose dans les mains. Un cadre en argent, assorti aux autres sur la bibliothèque. J'ai une surprise, dit-il en le tendant à Josie. C'était une photo d'eux, prise par Sophia la semaine précédente lors d'une sortie au parc. Sur celle-ci, Wa et Josie étaient assis sur un banc, se regardant. Wa arborait un large sourire, et Josie montrait l'un de ses rares sourires, petits, encore hésitants, mais indéniablement réels. J'ai pensé qu'on pourrait la mettre là-bas, suggéra Wa en désignant l'étagère qui exposait ses récompenses les plus importantes, trophées d'affaires, reconnaissance de l'industrie, photos avec des personnalités influentes. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'étagère. Wa déplaça quelques objets pour faire de la place au centre, juste à côté de sa plus prestigieuse distinction, entrepreneur de l'année, d'il y a 5 ans. « Comment ça te paraît » demanda-t-il après avoir positionné la photo. Josie resta silencieuse, contemplant l'étagère. Là, elle était, son image préservée dans un cadre élégant, placée parmi les biens les plus précieux de Wa. Pas cachée, mais bien en évidence, importante. Lentement, elle tendit la main et toucha le cadre avec tendresse, ses doigts traçant le bord argenté. Lorsqu'elle se tourna vers Wa, il y avait un sourire sur son visage, plus grand et plus assuré que tous ceux qui l'avaient vu auparavant. « J'aime bien », dit-elle simplement. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu sembler une réponse réservée. Mais Wa connaissait Josie assez bien maintenant pour reconnaître la profondeur du sentiment derrière ces simples mots. C'était plus que de l'approbation. C'était de l'acceptation.
de l'appartenance. La photo sur l'étagère était plus qu'une simple image. C'était une déclaration. Josie Barrett avait maintenant une place permanente. Un nom. Une famille. Un foyer. Et pour une fille qui avait passé sa vie à être invisible, cela signifiait tout. L'uniforme scolaire attendait dans l'armoire depuis 3 jours. Jupe plissée grise, chemisier blanc avec l'emblème de l'école Westbrook brodé sur la poche, un cardigan bleu marine pour les jours froids. Chaussettes blanches soigneusement pliées dans le tiroir, chaussures noires cirées à côté du lit. Oua vérifiait tout, comme s'il craignait que cela ne disparaisse pendant son sommeil. Le matin du grand jour, il se réveilla avant le réveil, à 5h30. Il passa quelques minutes à fixer le plafond, ressentant une nervosité qu'il n'avait plus éprouvée depuis ses premières grandes transactions commerciales. Faire accepter Josie à l'Académie Westbrook n'avait pas été facile, même avec ses ressources et son influence. Il y avait des obstacles, pas de dossiers scolaires antérieurs, un dossier médical incomplet, les lacunes inévitables dans le développement d'un enfant qui avait vécu dans la rue pendant des années. Elle est exceptionnellement brillante, avait insisté ou lors de l'entretien final avec la directrice. Elle a juste besoin d'une chance. La directrice, Madame Montgomery, avait examiné les dessins étalés sur son bureau, paysages urbains détaillés, personnages expressifs, couleurs vives racontant des histoires sans mots. « Je suis d'accord », avait-elle finalement dit après une longue évaluation. Nous commencerons par des évaluations individuelles, puis nous l'intégrerons progressivement dans les classes régulières. Dans la cuisine, Oua prépara le petit déjeuner avec un soin particulier, œufs brouillés, toast beurré, jus d'orange fraîchement pressé ou le genre de repas qu'un père préparait pour sa fille le premier jour d'école. Ce mot, père, résonnait encore étrangement dans son esprit. Dans les documents officiels, les titres de journaux, les conversations avec les avocats et les travailleurs sociaux, il était maintenant légalement le père de Josie Barrett. À 6h40, il entendit de légers pas dans le couloir. Josie apparut à la porte de la cuisine, déjà vêtue de l'uniforme complet. Ses cheveux sombres, encore en désordre malgré une tentative évidente de les coiffer, ses yeux, habituellement méfiants, semblaient plus grands aujourd'hui, anxieux. « Bonjour », dit Oua, essayant de garder un ton décontracté malgré le nœud dans son estomac. « As-tu bien dormi ?» Elle hocha la tête et s'assit à table, ses pieds dans des chaussettes blanches immaculées se balançant au-dessus du sol. « Sophia sera là dans 15 minutes pour t'aider avec tes cheveux, mentionna-t-il en servant le jus d'orange. « J'ai essayé moi-même, dit Josie en passant la main dans ses mèches rebelles, mais ça n'a pas marché. »« Ça a l'air bien, dit Oua en souriant. Mais Sophia est meilleure que nous deux réunis pour ça. » Lorsque Sophia arriva, elle apporta un petit cadeau emballé dans du papier coloré. « Pour toi, rayon de soleil, dit-elle en le tendant à Josie. Un petit porte-bonheur pour ton premier jour. » C'était une petite broche dorée en forme de soleil, délicate et brillante. « À épingler sur ton cardigan, » expliqua Sophia, pour que tu te souviennes que tu brilles toujours, même les jours nuageux. Josie toucha la broche avec précaution, comme si elle craignait qu'elle ne se brise. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix petite mais claire. Sophia transforma les cheveux sauvages de Josie en une natte soignée, puis épingla la broche sur le cardigan bleu marine, la plaçant sur son cœur. « Parfait, » déclara-t-elle en reculant pour admirer son travail. « Tu es magnifique, rayon de soleil. » Grant les conduisit à l'école parce que Oua avoua qu'il était trop nerveux pour conduire. Sur la banquette arrière, Josie serrait fort son tout nouveau sac à dos, bleu avec des étoiles argentées, sur ses genoux, comme si c'était un bouclier. Par la fenêtre de la voiture, la même ville défilait, la ville où elle errait autrefois, invisible, collectant des capsules de bouteilles et survivant au jour le jour. L'Académie Westbrook, avec ses pelouses vertes et ses bâtiments en briques rouges, présentait un contraste saisissant avec son passé. Des enfants en uniformes identiques convergeaient vers l'entrée, certains excités, d'autres endormis, tous appartenant clairement à quelque chose de plus grand. Oua et Josie remontèrent le chemin de pierre vers le bâtiment principal. D'autres parents les regardaient, certains ouvertement curieux. L'histoire de Oua Barrett et de sa fille adoptive avait fait la une des magazines et des journaux ces dernières semaines. À l'entrée de l'aile élémentaire, l'enseignante attendait. Une femme d'âge moyen avec un sourire aimable et des yeux vifs. Elle expliqua brièvement comment la journée se déroulerait. Évaluation légère, activité d'intégration, rien de trop écrasant pour un premier jour. Je serai avec elle tout le temps, rassura-t-elle Oua. Nous prendrons les choses étape par étape. Le moment des adieux était arrivé. Oua s'agenouilla pour regarder Josie dans les yeux.
Une seconde, il vit dans ses yeux sombres la même fille qu'il avait trouvée une nuit d'orage, risquant tout pour sauver un étranger. « Es-tu prête » demanda-t-il doucement. Josie hocha la tête, ses doigts se resserrant sur les bretelles de son sac à dos. Puis, juste au moment où elle allait suivre l'enseignante, elle marqua une pause. Elle se retourna vers Roy, et pour la première fois, posa la seule question qui comptait. « Tu seras là quand je sortirai ?» Cette question contenait des mondes entiers. Il ne s'agissait pas seulement de ce jour ou de cette école. Il s'agissait de confiance, de promesses, de l'avenir. Il s'agissait de toutes les fois où des adultes avaient disparu de sa vie auparavant. « Toujours », répondit Wa, sa voix stable malgré l'émotion dans sa gorge. « Je te le promets. » Josie l'étudia une seconde de plus, comme pour jauger la vérité de cette promesse. Puis, étonnamment, elle s'avança et le serra dans ses bras. Un câlin rapide, presque timide, mais un câlin tout de même. Sans regarder en arrière, elle suivit l'enseignante à travers les portes vitrées. Wa resta là, regardant jusqu'à ce que la petite silhouette en uniforme disparaisse à l'intérieur. Mais ses yeux ne voyaient plus l'enfant terrifié des rues, celle qui se cachait dans l'ombre, invisible à un monde qui choisissait de ne pas la voir. Maintenant, il voyait Josie Barrett. Une fille avec un nom, une identité, un sentiment d'appartenance. Un enfant qui dessinait des mondes colorés et nourrissait des canards dans le parc. Une élève sur le point de découvrir des bibliothèques, des laboratoires, des amis et des possibilités infinies. Elle n'était plus invisible. Elle était sa fille. Et en cela résidaient deux sauvetages, le sien et le sien à lui. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.